Sunday Night Production. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation verte, le véganisme dans le sport. Plus d'un Français sur 5 suit un régime alimentaire spécifique. La France, souvent citée comme le premier pays de la gastronomie, serait aussi la première destination pour ceux qui suivent un régime végétarien. De plus en plus d'athlètes véganes racontent aujourd'hui comment ce régime alimentaire sans viande ni aucun produit d'origine animale a été un facteur déterminant qui leur a permis d'accomplir des performances sportives exceptionnelles. C'est avec Camille Pic, chroniqueuse pour la capsule santé, que je vais co-animer cet épisode. Alors si tu veux tout savoir sur le véganisme dans le sport, tu n'as rien d'autre à faire que d'écouter cet épisode, mais sache que celui-ci est également disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour regarder cet épisode en vidéo, disponible sur YouTube et la chaîne Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode pour le podcast Dans la tête d'un cyclisme consacré au véganisme, le véganisme dans le sport. Et comme à chaque fois sur la capsule santé, notre chroniqueuse Camille est avec nous. Bonjour Camille, bienvenue. Salut Arnaud, merci. Alors aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus d'athlètes véganes racontent comment ce régime alimentaire sans viande ni aucun produit d'origine animale a été un facteur déterminant et qui leur a permis d'accomplir des performances sportives exceptionnelles. Le documentaire d'ailleurs sur Netflix, Game Changer, a brisé quand même pas mal de codes à ce sujet. Alors, on est bien loin de l'image du vegan squelettique. Qu'est-ce que tu peux nous dire Camille sur le véganisme ? Alors le véganisme, c'est pas une mode, c'est un mode de vie et il présente bon nombre d'avantages si vous êtes sportif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va revenir en détail sur cette alimentation qui est végétale et qui est vraiment très très précieuse. Il faut savoir que plus d'un Français sur 5 suit un régime alimentaire spécifique et qu'il existe plein de variations au végétarisme, au végétalisme et au véganisme. Alors justement, est-ce que tu pourrais en quelques mots résumer ce qu'est un végétarien, ce qu'est un végétalien ? Par exemple, il y en a d'autres, mais est-ce qu'on pourrait positionner le curseur pour les auditeurs justement et être précis sur ça ? Tout à fait. Alors le végétarien, il ne consomme aucune chair animale, donc ça veut dire pas de viande, pas de poisson, pas de charcuterie, pas de crustacés. En revanche, il va consommer des œufs, des produits laitiers et du miel. L'ovo-végétarien ne va consommer aucun produit laitier, mais par contre, il va consommer des œufs. À l'inverse, on a le lacto-végétarien qui lui ne consomme donc pas d'œufs, mais va consommer des produits laitiers. Et ensuite, on arrive au végétalien, qui ne consomme donc aucune chair animale ni aucun produit issu des animaux. Donc pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de miel. Il consomme exclusivement des produits végétaux. Et enfin, on a le vegan, qui est au-delà de l'adoption d'un régime alimentaire, en fait, quelqu'un qui va aussi exclure toute forme de consommation des produits issus des animaux. Donc, ça veut dire ne pas porter de cuir, ne pas porter de fourrure ou de laine, ou encore de la soie, ne pas utiliser de cire d'abeille dans les cosmétiques, ou encore se tenir bien éloigné des médicaments qui sont testés sur les animaux ou qui contiennent des substances animales. Alors c'est vrai que le sujet de cet épisode est le véganisme dans le sport. Alors généralement, être vegan ne correspond pas à un profil de sportif. Quels sont les avantages aujourd'hui du véganisme pour un sportif ? Parce qu'il en existe, il y a plein de personnes très très connues d'ailleurs qui ont basculé sur du véganisme. Mais quels seraient, si on pouvait donner quelques avantages du véganisme dans le sport et pour les sportifs, ça serait lesquels, Camille ? Le tout premier, c'est vraiment une meilleure récupération musculaire. On a longtemps cru que manger de la viande, ça aidait à mieux récupérer. Tu parlais de The Game Changers tout à l'heure et d'ailleurs on voit que McGregor est opposé à Diaz dans un combat de MMA. Diaz a une alimentation qui est purement végétale et McGregor mange je ne sais pas combien de steaks, mais c'est absurde en se disant qu'il va être plus costaud et au final il perd sur une soumission. Et c'est vraiment, il le dit lui-même dans le documentaire, il intervient et il dit en fait qu'il était crevé et qu'il était pas en forme au moment du combat. Donc voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est vrai que le corps humain n'a pas l'enzyme à la base pour absorber de la viande. Enfin pour absorber la viande, le corps humain n'a pas cette enzyme-là. Donc ça nécessite un effort considérable pour le corps. Ouais, disons que la viande, c'est extrêmement
dur à digérer pour nos organismes et que c'est extrêmement long. On en avait parlé plusieurs fois, mais les temps de digestion d'une viande rouge, ça peut aller jusqu'à 15-20 heures. Enfin, c'est vraiment un truc qui nous reste dans le tube digestif pendant longtemps. Et toute l'énergie qui est consacrée à cette digestion, c'est de l'énergie que le corps ne consacre pas justement à la reconstruction musculaire, parce qu'en fait, ça peut être assez inflammatoire de manger beaucoup de produits animaux. Donc vraiment, numéro 1, une alimentation végétalienne, c'est reconnu comme une alimentation qui est anti-inflammatoire, donc parfaite pour la récupération musculaire. Est-ce qu'il y a un lien avec l'acidité, le taux d'acidité dans le corps ? Tout à fait. En fait, plus le corps est inflammé, plus du coup on va avoir un taux d'acidité qui est élevé. Donc une alimentation végétale saine, elle va se caractériser par un faible taux d'acidité et elle va être très alcalinisante. On en avait d'ailleurs parlé dans notre épisode sur le régime acido-basique, mais voilà, une alimentation végane, ça aide à prévenir notamment l'ostéoporose et l'arthrite. Alors, une chose sur laquelle on avait également fait un épisode sur la saison 1, c'était sur les intestins. Et là, l'alimentation, le véganisme a un impact sur le fait que l'intestin soit en pleine forme ou non. Et oui, parce que plus on mange des fruits, des légumes, du cru, plus en fait on va nourrir les intestins avec plein de bonnes bactéries. Et plein de bonnes bactéries, c'est un très bon transit intestinal. Donc là, on racontait tout dans l'épisode. Si vraiment l'intestin, ça vous intéresse, faut l'écouter et il faut lire l'excellent livre de Julia Anders sur le sujet qui s'appelle Le charme discret de l'intestin. Mais plus on mange de végétaux, plus on fait du bien à nos intestins. Est-ce qu'il y a un lien également, Camille, avec le poids, les risques d'obésité, les maladies cardiovasculaires ? Oui, une alimentation végane saine, et je mets vraiment l'emphase là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut être un végane et manger et se nourrir de chips, c'est pas juste parce qu'on est végane que c'est mieux, mais par contre une alimentation végane qui est riche en protéines et en végétaux, elle contribue grandement à prévenir des maladies de civilisation telles que le diabète, le surpoids, l'obésité ou encore toutes les maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai qu'on associe souvent le fait d'être végane à un mouvement d'éco-responsabilité. J'aurais tendance à dire pas que, parce qu'il y a un vrai effet bénéfique sur le corps. Et c'est pareil, quel est ton avis sur ça, Camille ? Il y a aujourd'hui tous les signaux sont au vert pour montrer qu'avoir une alimentation végétale, c'est contribuer au bien-être de la planète, c'est contribuer au bien-être des animaux et c'est contribuer à une meilleure santé. Donc il n'y a pas vraiment de débat, je pense. Aujourd'hui, j'espère quand même que le débat est levé là-dessus. Après, il y a des questions de choix personnels et voilà, on va en parler après. Mais c'est vrai qu'être végane, ça prend du temps pour faire ses courses, pour manger, pour cuisiner et pour réapprendre à s'alimenter. Mais en revanche, aujourd'hui, ça reste un des meilleurs choix que de sortir les produits animaux de son alimentation pour tout un tas de raisons éthiques et environnementales. Alors c'est vrai qu'on met souvent les grands sportifs en avant, justement en expliquant qu'ils ont changé d'alimentation et qu'ils se sentent mieux, que leurs performances se sont améliorées, mais il ne faut pas forcément être uniquement un champion pour franchir le pas. En tout cas, moi je sais qu'on en a déjà parlé de nombreuses fois sur plusieurs épisodes, mais il y a un vrai changement. Le ressenti, après c'est très très personnel, mais sans parler de performance, le bien-être au quotidien, là il est constaté que tu sois un champion ou pas. Donc ce que l'on peut faire peut-être, Camille, c'est pour les personnes qui nous écoutent, les auditeurs, les cyclistes qui veulent devenir véganes, qui veulent se lancer sur ce mode de vie, quels conseils on pourrait leur donner ? Le tout premier conseil, si là vous vous posez la question, si ça fait un moment que ça vous travaille ou si à l'écoute de l'épisode vous avez envie de tester, c'est de préparer votre plan de nutrition et vos recettes. Toute personne qui veut parvenir à des résultats sportifs spécifiques utilise un entraînement adapté. Donc toute personne qui veut changer d'alimentation et que cela aide sa performance, il va aussi falloir suivre un régime d'entraînement et d'alimentation adapté à ça. Les quantités et types d'ingrédients dont on a besoin, ça va être déterminé par vos objectifs, l'intensité, la fréquence et la nature de vos entraînements et aussi par votre poids. Mais c'est hyper important de bien rechercher ça avant de vous lancer. Ça évitera que vous retrouviez... ça évitera de faire de cette volonté de devenir végane juste une volonté. C'est qu'en fait, en préparant bien, vous allez pouvoir en plus perdurer dans le temps et vraiment bénéficier de tous les avantages d'un régime végane. Alors c'est vrai qu'il y a la planification, il y a la préparation, mais est-ce qu'on pourrait dire que ça participe à la prise de conscience de
comment tu t'alimentes et comment cette énergie-là va être utilisée par le corps humain. Tout à fait. Et alors d'ailleurs, pour les personnes qui transitionnent d'un régime carné, d'un régime omnivore, on va dire, vers du véganisme, je recommande vraiment d'y aller progressivement. Donc dans un premier temps, supprimer toutes les viandes, mais de conserver des œufs et du fromage. Et puis au bout de 10 jours, commencer à retirer d'autres produits, de prendre vraiment le temps de réapprendre à s'alimenter au travers du véganisme. Ça permet aussi de tester de nouvelles recettes, ça permet de tester de nouveaux aliments, parce que c'est ça le truc qui est super quand on change de régime alimentaire, c'est qu'on découvre plein de choses qu'on ne connaissait pas. Et du coup, faut vraiment prendre le temps de découvrir tout ça et essayer de revoir la façon dont on s'alimente, peut-être en fractionnant un petit peu plus les repas aussi, en apportant plus de protéines, mais au lieu de les apporter dans 3 grands repas, peut-être essayer de les apporter dans ces 3 repas, plus des goûters le matin et l'après-midi, pour permettre au corps de s'habituer à cette nouvelle alimentation et de mieux assimiler. C'est vrai qu'on a tout de suite cette image des personnes qui sont véganes, comme quoi ils ne mangent que des graines. C'est toujours l'image qui a collé, mais il y a toujours cette crainte également du manque de protéines, qui est très clairement un mythe. Tu vas pas faire une carence en protéines juste en étant végane, pas du tout, loin de là. Et alors, comment aujourd'hui, comment consommer où trouver en tout cas la protéine végétale? Alors les protéines, tu le disais, c'est vraiment le fuel du muscle, et elles sont essentielles pour la construction et la récupération musculaire. Donc en particulier quand on fait du sport, il faut vraiment essayer de bien comprendre et apporter à notre corps ce dont il a besoin. Et pour les véganes, on recommande de consommer encore plus de protéines que pour les omnivores. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a plein de protéines qui sont trop bien quand tu es végane. Alors justement, moi je me mets à la place de l'auditeur. Je me dis, ça fait longtemps que j'ai envie de tenter, ça fait longtemps que je me sens attiré par ce mode de vie, cette alimentation. Où est-ce que je vais trouver les protéines? Si on avait des aliments à mettre en avant, ça serait lesquels? Alors, tu vas les trouver, par exemple, dans les haricots rouges, les haricots blancs, le germe de blé, soja, sétan, que tu trouves maintenant même en grande surface, mais aussi tout ce qui est cacahuètes, noix, noisettes, les lentilles, les graines de tournesol, l'avoine, les pâtes de blé, le riz cuit contient des protéines aussi, bien sûr les traditionnels pois chiches. Et voilà, ça c'est juste quelques idées de sources de protéines qui sont délicieuses et qu'on peut utiliser dans tous les repas et sous énormément de formes, de la purée, en farine, en beurre pour les cacahuètes par exemple. Il y a plein de choses à faire. Le beurre de cacahuètes qui pour les cyclistes ultra-distance c'est véritable indispensable. Indispensable. Et alors quelque chose que j'ai découvert ou redécouvert en préparant cet épisode, c'était un article qui parlait de la qualité des protéines, qui avait un impact sur la digestion. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Alors on appelle même ça, je crois, le score de digestibilité. Ouais, tout à fait. Il me semble qu'on l'avait un petit peu évoqué aussi dans l'épisode qu'on avait fait sur les associations alimentaires. Donc c'est toujours bien associer des produits ensemble, ou faire attention à ce qu'on consomme et à la façon et aux accompagnements avec lesquels on le consomme. Je ne sais pas si je suis hyper claire, mais je vais essayer. Et plus en fait une protéine va être riche, par exemple en acides aminés indispensables, ou plus on va créer une bonne association d'acides aminés, plus l'organisme va être capable de produire de nouvelles protéines. Alors c'est vrai que quand on est sportif, il y a quand même un lien avec l'alimentation qui est particulier, notamment ce sentiment de satiété. On va rassurer tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut très bien manger des graines et manger vegan et avoir ce sentiment de satiété que tu peux trouver par l'alimentation au quotidien. Tout à fait. Déjà, il ne faut pas penser que la viande apporte plus de satiété, c'est bien les protéines qui apportent la satiété. Et ce qui apportera d'autant plus de satiété, c'est les vrais aliments, les aliments non transportés qui vont être riches en calories, en bonnes protéines et en bonnes graisses, parce qu'ils apportent beaucoup d'éléments qui sont indispensables au développement musculaire et apportent très très peu de glucides. Dans la cuisine indienne notamment, par exemple, un plat comme un dal de lentilles, avec donc du riz, des lentilles, des épices, etc. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'en manger, Arnaud, toi, je sais que c'est excellent. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est excellent. Et ça cale, mais vraiment très, très, très fort, quoi. C'est vraiment... et c'est super efficace, notamment quand on fait du vélo. Enfin, tu manges un dal la veille d'une sortie, le lendemain, tu meurs pas de faim sur le vélo, normalement. Et tout ce qui est association, d'ailleurs, si vous voulez
commencer à réfléchir à des recettes. Mais en gros, tout ce qui est association de céréales et légumineuses, on les retrouve dans toutes les grandes cuisines traditionnelles. Mais voilà, on peut faire un très bon riz aux cacahuètes avec une sauce aux cacahuètes, par exemple. Et c'est pareil, ça marche hyper bien. Et en termes d'assimilation, ça va être très digeste et très très riche pour permettre à l'organisme de produire des nouvelles protéines. Donc à chaque fois, cette association, vraiment, quand on est vegan, elle marche super bien, quoi. Mais il y a encore beaucoup d'a priori sur le véganisme, le fait de manger vert, comme quoi c'est un peu fadasse, tu vois, c'est toujours la même chose, et pas du tout. Et ce que tu disais en introduction, c'est quand tu décides d'avoir ce mode de vie, en fait, tu apprends à cuisiner. Parce que donc tu vas chercher les aliments qui seront bons pour ton corps, comment les associer, et tu apprends à cuisiner. Et en fait, tu te fais des repas, très clairement, la satiété, c'est plus du tout un problème, quoi. Tellement c'est goûtu, c'est bon, c'est agréable. Donc ça, c'est intéressant aussi que les personnes qui nous écoutent, faut faire sauter cet a priori-là. Et puis, on parle également aux auditeurs qui ont besoin d'un peu plus d'astuces, qui vont en lien avec un événement sportif. Quels conseils on pourrait leur donner, quelle astuce, Camille, on pourrait leur donner la veille d'un effort? Quel repas vert, vegan, serait approprié? Ouais, alors là, c'est vrai justement, qu'on a parlé un petit peu du dalle de lentilles. On parlait du dalle, mais c'est vrai que la qualité d'une séance de sport, je pense notamment aux grosses séances du week-end, par exemple, elle va se jouer la veille. Elle se jouera pas sur le petit-déj du matin. Hein. Je dis pas qu'il ne faut pas manger le matin, ça c'est libre à chacun de choisir son petit déjeuner, mais par contre c'est vraiment le repas du dîner qui va être important. Donc par exemple des lentilles qui vont être citronnées, riches en fer. En plus, il faut savoir que l'association du fer et de la vitamine C qui est contenue dans le citron, ça rend le fer d'autant plus assimilable par l'organisme. Donc ça, avec du quinoa ou un riz, avec un peu de légumes verts à côté, c'est un super bon plat. On peut faire plein de petites sauces, enfin, notamment le tahin, qui est de la pâte de sésame, qui est très utilisée dans la cuisine végane, ou encore une fois le beurre de cacahuète, qu'on peut mettre absolument partout. Ça fait des super sauces, c'est super gourmand. Rien que d'en parler, j'ai super faim. Mais voilà, ça par exemple, c'est une bonne astuce. La veille d'un effort. Et vous pouvez très bien essayer, d'ailleurs, même si vous êtes des carnistes convaincus, vous pouvez très bien essayer de juste, la veille d'une séance, faire un repas vegan la veille et voir comment vous vous sentez le lendemain. Moi, j'ai rien d'autre à dire que ça. Testez-le, voyez comment ça marche. Et je connais honnêtement très très peu de gens qui sont déçus quand ils font ce test-là et on voit des résultats assez immédiats. C'est ça qui est aussi magique quand on devient végétarien ou vegan, c'est que il faut pas des semaines pour voir les résultats. C'est voir les premières semaines c'est assez fou comme on ressent un effet regain très d'énergie rapide. qui est incroyable. De dingue. Ouais, incroyable. Et j'accueille sur le podcast Lucie Meilleur. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que, comme tu as pu l'entendre dans cet épisode, hein, on est quand même un peu pro-alimentation verte, très clairement avec Camille, et on avait besoin justement à travers cet épisode de quelqu'un de professionnel pour venir nous donner un peu plus de profondeur à cet épisode. Et toi justement Lucie, en tant que professionnelle, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce mode d'alimentation très vert, hein, le véganisme ou le végétalisme dans le sport? Quel est ton avis sur ça? Alors c'est vrai que le végétalisme, c'est un phénomène qui est quand même assez récent dans le sport. Il y a un peu un engouement, ces dernières années avec ces pratiques alimentaires. D'une façon générale, on tend de toute façon vers une alimentation de plus en plus végétale et c'est une bonne chose d'un point de vue environnemental. Quand on connaît aussi toutes les problématiques avec l'élevage intensif, etc. Donc avoir une alimentation à prédominance végétale. Mais je pense que le modèle, entre guillemets, alimentaire, surtout à promouvoir, ce serait peut-être plutôt le modèle flexitarien, en conservant de temps en temps quelques produits d'origine animale de qualité. Surtout, la notion de qualité est fondamentale, en s'assurant que la bête ait été élevée et nourrie dans de bonnes conditions et en privilégiant le local. Donc, le végétalisme, donc vraiment sans aucune protéine animale, pour rappel, c'est quand même un modèle alimentaire à mener avec précaution. Déjà, il y a un petit constat, c'est que le sportif, même omnivore, il est soumis à beaucoup de perturbations au niveau digestif, immunitaire, il a des risques de déficit. Donc, si ce sportif, déjà fragilisé par un ensemble de facteurs, adopte une alimentation 100% végétale et qui construit pas son modèle alimentaire de façon intelligente, ça peut être problématique. Donc l'accompagnement nutritionnel, il est fondamental
pour bien construire cette alimentation. Si on fait le choix de transiter vers une alimentation 100% végétale ou même éventuellement végétarienne, il faut s'assurer aussi régulièrement que tous les paramètres biologiques soient OK, qu'il n'y ait pas de troubles fonctionnels qui s'installent, qu'il n'y ait pas de problématiques au niveau de l'immunité, du fonctionnement cérébral qui fasse leur apparition au niveau de la synthèse des neurotransmetteurs, etc. Et c'est aussi un modèle qui ne peut pas convenir à tout le monde. Ça, faut aussi en avoir conscience. Donc, toi, ce que tu préconises, en fait, c'est la personne qui veut aller sur de l'alimentation verte, OK, mais pour les sportifs, il y a quand même quelques précautions à prendre, quelques tests à faire, et surtout peut-être devenir un petit peu, on va dire, flexitarien, peut-être en amont d'un événement ou dans la phase de récupération également. Voilà, plutôt le modèle flexitarien intégré, par exemple, sans parler de tous les jours, mais dans la semaine, 1 à 2 fois, quelques œufs ou éventuellement quelques produits laitiers, mais encore une fois de qualité, plutôt de brebis, etc. Et surtout de prendre les précautions nécessaires au niveau du suivi et de la construction générale, du modèle alimentaire. Donc toi, ça serait quoi, Lucie, si tu avais des conseils, des astuces ou des recommandations, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui se dit, soit moi je le suis déjà et c'est vrai que j'ai jamais fait de test, j'ai jamais été vérifié, ne serait-ce que par une analyse de sang, s'il y avait des références qui pouvaient bouger, ou alors quelqu'un qui se dit moi j'aimerais bien tenter. Donc dans ces deux cas-là, quels seraient tes conseils pour ces personnes ? Alors bon, il y a plusieurs, j'imagine qu'il doit y avoir astuces, plusieurs astuces et plusieurs paramètres à aborder. Bon, déjà, on pense souvent à l'apport protéique. Oui, les protéines d'origine animale, on sait qu'elles sont moins bien assimilées en raison d'un certain nombre de facteurs limitants, d'acides aminés manquants dans certains aliments, etc. Donc déjà, c'est très important de coupler correctement ces différentes protéines végétales au sein du même repas pour bénéficier de l'ensemble des acides aminés et garantir une bonne synthèse de protéines. Donc l'association optimale au sein d'un repas, c'est associer soja ou légumineuses avec céréales et avec oléagineux si possible à chacun des repas. Et là, on garantit normalement une bonne synthèse protéique. Après, on pense souvent à la vitamine B12 dès qu'on parle de végétalisme. Effectivement. La fameuse B12. Alors oui, c'est sûr qu'il y a un risque de déficit qui est plus présent que dans la population omnivore, mais en fait, on observe qu'il y a quand même des déficits, même chez les personnes omnivores, parce qu'en fait, c'est une vitamine dès lors qu'il y a des problématiques intestinales, de dysbiose, d'inflammation, etc., où il y a des problématiques d'assimilation. Donc, finalement, dire à un vegan que son déficit en B12 vient forcément de son mode alimentaire, ça tient pas vraiment debout, puisque le déficit est aussi présent chez les omnivores. Mais voilà, vu que le risque est plus important, on surveille, on envisage une supplémentation si besoin, et surtout, si déficit chronique, on cherche les éventuelles causes digestives et les éventuelles problématiques d'assimilation. Après, il y a le fer aussi, auquel on pense souvent. On sait aussi que le fer issu du règne végétal est moins bien assimilé. Encore une fois, avec les facteurs limitants, la nécessité d'avoir suffisamment de vitamine C, etc. Mais même constat finalement que la B12, le déficit en fer et surtout chez le sportif est extrêmement fréquent aussi. Je le vois souvent en consultation, c'est pas une problématique d'apport. Même le sportif qui consomme de la viande parfois jusqu'à 2 fois par jour est souvent déficitaire parce qu'encore une fois, la cause vient plutôt de l'intestin avec l'inflammation générée par l'effort physique, le déficit d'apport glucidique qui va nuire à cette assimilation du fer. Donc c'est un paramètre à surveiller, mais l'alimentation végétale n'est pas forcément la seule cause du déficit. Et puis après, les petits tips qu'on peut donner éventuellement pour mieux assimiler le fer végétal, faire tremper les légumineuses avant consommation. On dit souvent 12 heures au mieux, mais bon, si c'est 6 heures, c'est déjà bien. Les rincer aussi avant de les faire cuire. Et puis, par exemple, si on mange un repas avec des lentilles ou des pois chiches, on peut intégrer un fruit riche en vitamine C en dessert ou un légume riche en vitamine C cuisson vapeur comme le poivron, par exemple. Voilà.
Et puis après, alors on en parle peut-être un peu moins, mais il y a aussi le DHA. C'est un oméga 3 à longue chaîne issu du règne animal, qui est très très important dans le fonctionnement cérébral. Alors on en retrouve un tout petit peu dans le règne végétal, dans les algues, mais de façon pas suffisamment importante. Et ça, encore une fois, c'est un acide gras qui est souvent déficitaire chez le sportif et même qui consomme des poissons gras, notamment qui contiennent cet acide gras. Mais forcément, s'il n'y a pas ces aliments, le risque de déficit est plus important. Donc voilà, paramètres à surveiller aussi. Et envisager une supplémentation si voilà régulière, puisque on trouve maintenant aussi des compléments alimentaires de DHA d'origine végétale. Et c'est un acide gras qui est vraiment fondamental dans le fonctionnement cérébral, dans la concentration, donc paramètres à surveiller aussi. Bon, un grand merci en tout cas, Lucie, pour ces conseils. Je rappelle, tu es diététicienne, nutritionniste et micronutritionniste et tu es basée à Lyon. Donc oui. J'invite tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, si vous souhaitez des conseils, de contacter Lucie Meyer directement. Un grand merci à toi, Lucie. Je t'embête pas plus longtemps et je te dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt. Et Camille, concernant l'effort, donc là, le sportif est pendant son effort, où il essaie de réfléchir à comment il va pouvoir s'alimenter. Quelles sont les petites astuces, justement, autour de cette alimentation durant une sortie ? Durant l'effort, ce qui marche très très bien, c'est les fruits secs, les oléagineux, tout ce qui est, encore une fois, beurre de cacahuète. Et ça marche vraiment très très bien. Ça m'est arrivé de partir avec des petites tartines déjà préparées avec du beurre de cacahuète. Hein. Tellement bon. Mais voilà, des petits sandwichs genre beurre de cacahuète confiture, un classique traditionnel de la gastronomie américaine. Mais ça, franchement, c'est hyper bon. S'il y a un truc qu'on peut leur piquer, c'est vraiment ça. Donc ça marche très bien. Pareil, ce qui marche aussi, si vous pouvez trimballer d'une part des fruits, genre des pommes ou des bananes, et de l'autre part, justement... pas forcément j'arrête avec le beurre de cacahuète, mais du beurre d'amande par exemple, et vous pouvez étaler genre sur la pomme pendant que vous la mangez. Franchement, c'est un super bon snack, c'est bien meilleur que n'importe quel gel du commerce ou n'importe quelle barre de céréales. C'est 100 fois plus digeste et ça tient vraiment au corps, quoi. Enfin, une pomme avec du beurre d'amande, globalement, ça fait super bien le taf et c'est meilleur que tout ce que vous pourrez trouver même en boulangerie. Alors j'ai lu également en préparant cet épisode que certains, pour apporter le quota suffisant en protéines, se préparaient des boissons à base de lait d'amande pendant l'entraînement en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as testé ? Moi, à titre perso, j'ai jamais eu l'occasion de tester ça. Non, je t'avoue que moi non plus, j'ai tendance à préférer mes protéines liquides à la récupération, en shaker à l'arrivée des sorties notamment pour pouvoir rapidement assimiler et récupérer. À tester. Donc, moi, j'ai jamais testé. C'est en préparant cet épisode que j'ai vu que certains témoignaient qu'effectivement, ils se préparaient une boisson à base du lait d'amande. J'y avais jamais pensé, c'est pas inintéressant, ça peut être un petit shaker sympa. Et l'après, justement, donc toi, tu l'utilises, ces boissons... ou en tout cas cette alimentation liquide, toi c'est plus pour l'après, pour venir consolider, réparer ? Ouais, en fait la fenêtre qui va permettre d'accélérer la reconstruction musculaire est un peu plus courte en plus pour les femmes par rapport aux hommes. Donc du coup pour les hommes en gros vous avez quelques heures, pour les femmes ça se joue plutôt dans les 30 minutes où on termine l'effort. Donc du coup, moi, en général, après une grosse séance, encore une fois, ça ne doit pas être systématique. C'est vraiment des grosses séances de force ou des gros fractionnés, des choses où vraiment on est venu puiser dans les réserves et on sent que les muscles ont bossé. Là, en général, moi, j'aime bien les produits véga. Genre, c'est de la poudre végane protéinée. Et voilà, je fais un shaker. Avec ça, en général, j'ajoute un peu de collagène aussi. Donc là, on bascule dans une rubrique que vous l'avez évoquée, c'est un peu les compléments, c'est ça, c'est comment complémenter. Donc, toi, ce que tu conseilles, c'est d'y associer parfois en fonction de la sortie un petit peu des shakers qui peuvent être protéinés, mais il y a aussi le lien avec la vitamine B12 qui, quand on parle de véganisme, on a toujours tendance à avoir ces fameux voyants rouges en disant attention à la vitamine B12. Tout à fait. Le seul voyant à prendre en compte quand on est vegan ou quand on décide de suivre une alimentation végane, c'est qu'en effet la B12 on ne la retrouve pas à l'état naturel dans les végétaux ou en toute petite quantité. En gros, la B12 elle est dans la terre,
aujourd'hui. Et du coup, quand les animaux mangent du coup des légumes pleins de terre, etc., la B12 vient du coup dans leur organisme et dans le lait qu'ils produisent, etc. Et le truc qui est frustrant, c'est qu'aujourd'hui, cette B12, on la retrouve plus vraiment à l'état naturel dans nos fruits et légumes. Et du coup, on est obligé de se supplémenter quand on est vegan. Donc, c'est quelques gouttes à prendre. C'est vraiment pas contraignant, mais c'est important de le faire. Après, dans les autres choses qu'on peut prendre, moi, je pense que, pareil, de prendre de la vitamine D, c'est qu'on soit vegan ou non. Et de toute façon, les recommandations sur les compléments que je fais marchent aussi pour tous les gens qui ne sont pas du tout véganes, mais c'est vrai que consommer de la protéine végétale après un gros entraînement, c'est top. C'est positif. Prendre de la B12, ça peut valoir la peine et faut quand même regarder. Si on mange peu de viande, ça peut être le cas aussi. La vitamine D, elle est indispensable dans nos pays où on passe pas assez de temps dehors et où on est enfermé en général la journée et où il fait nuit tôt en ce moment. Donc la vitamine D, c'est la vitamine du soleil. Il faut vraiment pas se priver d'en prendre. Et le dernier complément que je rajouterais, c'est les oméga 3. Il faut savoir que la vitamine D, oui, je fais juste un petit parallèle. La vitamine D, on la trouve en version végétale à base de lichen. Et les oméga 3, on les trouve aussi à base d'algues en version végétale. Donc, c'est plein de compléments qui sont 100% végétaux. On ne vient pas faire une entorse à son régime pour un complément. Ce serait dommage. Donc, du coup, on peut trouver tous ces produits au format vegan. Plein de bonnes astuces. Tu l'as dit également en tout début d'épisode, c'est que tu conseilles d'aller progressivement dans cette pratique-là, dans ce mode de vie-là, et de ne pas basculer tout de suite. Donc il y a aussi une notion d'être à l'écoute de son corps, de ses sensations. Et comme tu l'as dit, testez un repas vegan la veille, vous allez voir les sensations. N'hésitez pas à noter les sensations que vous avez dans la sortie ou dans l'effort du lendemain. Est-ce que tu as parce que je sais que tu es très connecté, Camille, mais des livres, des blogs à conseiller aux auditeurs qui nous écoutent? Alors, l'autrice Marie Laforêt, que moi je connais depuis longtemps, est vraiment la reine de la cuisine végane. Elle propose une cuisine qui est extrêmement créative, qui est en plus simple à réaliser. Ses livres sont magnifiques parce que Marie, de formation, est photographe. Elle a fait les Gobelins. Et elle s'est lancée ensuite dans les livres de cuisine. Donc, tous ces livres sont super. Il y a plein de bonnes idées à prendre. Et c'est toujours très pédagogique la manière dont elle raconte tout ça. Donc, vraiment, moi, je dirais, s'il y a une référence, c'est trouver les livres de Marie Laforêt. Et pour découvrir le véganisme, je pense qu'on n'a pas fait mieux. On mettra le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, pour terminer cet épisode, j'ai quelques questions-réponses, comme je fais d'ailleurs avec JP dans la capsule autour de l'atelier et de la rubrique conso. Mais est-ce que tu sais, Camille, dans quel pays les personnes suivent en tout cas ont un mode d'alimentation végétalien? Est-ce que pour toi, il y a un pays qui se détache le plus? Ça serait lequel? L'Inde. Effectivement, c'est l'Inde. C'est dans ce pays en tout cas où les personnes ont un mode d'alimentation qui est végétalien, suivi de la Chine. Ok, surprenant. De très très loin. L'Inde est vraiment devant de très très loin, puis les États-Unis. Et la France n'arrive qu'en 7e position. Donc voilà, c'était un panel de personnes, mais derrière, il y a aussi le Brésil. Le Japon, tu vois, je l'aurais placé peut-être un peu plus haut. Et pourtant, la France est souvent citée comme le premier pays de la gastronomie, mais c'est aussi, la France serait aussi la première destination pour ceux qui suivent un régime végétalien. Et ça, c'est très, très intéressant. 145 restaurants en France ont été distingués par le guide Michelin. C'est ce qui fait justement de la France le pays numéro 1 en termes de restaurants végétaliens, loin devant la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et si on parlait des villes, est-ce que tu saurais dans quelle ville d'Europe, peut-être, il y a le plus de tables étoilées, notamment? Vegan. Berlin. C'est à Londres. Ok. C'est à Londres. 31 tables sont étoilées, contre 18 à Paris. Et puis si on resserre encore un petit peu l'entonnoir, si on parle des villes françaises, à ton avis, dans quelle ville de France il y a la plus grande quantité de menus véganes? Paris. Eh bien non. Paris arrive en 3e position. Mais non. On va à Nice. Nice. Ouais. Nice, Aix-en-Provence, Paris, okay. Annecy et Rennes. Ok. Des villes de sport quand même. Ouais, tout à fait. Bon, Rennes est quand même une ville de picole aussi, mais pardon les Rennais. Mais non, sinon, ok. Ouais, ok. C'est intéressant parce que c'est vraiment, Nice, Aix.
Annecy sont Paris, des Annecy vraies et villes de Rennes. sport. Ok. Ouais, tout à fait. Et on peut terminer cet épisode, si tu le veux bien Camille, par un petit fun fact. Je sais pas, quel est ton petit-déj préféré, très vegan, ou un petit dessert, ou un smoothie, parce qu'on parle souvent de smoothie sur cette capsule, mais si tu avais un partage à faire. Pancakes vegan avec des bananes et du beurre de cacahuète. Ah, écoute, c'est presque similaire. C'est presque similaire pour toi, moi. C'est quoi? Moi, c'est un petit pain de mie grillé avec beurre de cacahuète et des petites fines tranches de bananes qui sont positionnées. Ouais, très très bon. Voilà, j'ai pas encore été jusqu'à la confiture étalée à l'américaine parce que là mon capteur Super Sapiens se met à sonner. Donc, mais en tout cas on fera un épisode sur le sucre également dans les semaines à venir. Un grand merci à toi Camille, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à très bientôt sur le podcast. Merci Arnaud, à très vite.